On va démarrer, ça fera venir les retardataires. Bienvenue pour cette nouvelle session collective du pôle ODS du NZF. Aujourd'hui, on est accompagné des représentants de la direction interministérielle du numérique qui vont vous présenter une formation sur la gestion de grands projets numériques et en particulier pour vous permettre de réussir vos projets d'entreprise de santé. Je vais les laisser se présenter et ensuite on démarrera la session. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via l'outil dédié. On y répondra selon la nature de la question, soit au cours de la formation, soit à la fin, quand il nous restera un peu de temps qu'on a prévu pour ces questions-là. Voilà, je vous laisse la parole. Merci Anaïs. Si on passe la bonne diapo, donc merci en tout cas de me donner l'occasion de nous présenter, la DINUM. Donc je suis avec Nicolas Guenne, je suis Christophe Roland, on fait partie de l'entité qui s'appelle Expertise et Maîtrise des risques. À la DINUM, on est une équipe en fait une toute petite équipe, entre 5 et 7, suivant les unités de compte qu'on prend, avec du coup une expérience importante dans la direction de programme, dans le conseil, dans les projets numériques. Et on intervient à la fois sur des sujets qui sont en situation de crise, mais aussi au démarrage de grands programmes numériques de l'État. Nicolas Gaine, enfin voilà, ça fait 1 an que je suis à la DINUM, avec une expérience également mixte, et ça c'est la richesse de l'équipe, hein, avec une expérience aussi bien publique pour la plupart d'entre nous que dans le privé. Et donc je vais co-animer cette formation avec Christophe. On va essayer d'être du coup assez synthétique parce qu'on a repris en fait un peu des éléments un peu sur la base pour diriger un grand programme numérique au sein de l'État. Donc après une petite présentation sur qui sommes-nous, notamment la DINUM. On passera sur certains fondamentaux et enfin quelques points clés qu'on a essayé de cibler en fonction des problématiques des entrepôts de données de santé. N'hésitez pas à interagir et à poser vos questions, on essaiera d'y répondre à la volée. L'idée, c'est pas forcément de faire une session très exhaustive, mais en tout cas qu'on arrive à répondre à un certain nombre de questions qui vous concernent, que ce soit à court terme ou à long terme. Donc la DINUM, j'ai rapidement évoqué notre service, mais pour ceux qui ne connaissent pas, la DINUM, on est un service de la Première ministre. Du coup, nous œuvrons un peu comme un capitaine d'équipe du numérique de l'État. On est en charge de la stratégie numérique de l'État et on pilote sa mise en œuvre. Alors, on le fait en relation avec les ministères, avec les directions du numérique et les services du numérique, aussi avec les opérateurs de l'État. On a récemment mis en place une nouvelle feuille de route qui est arrivée conjointement avec notre directrice. Globalement, on la focalise autour de quatre objectifs. Le premier, on met en avant de façon essentielle, c'est faire réussir les projets numériques des ministères. Notre action, aujourd'hui, y participe en essayant d'accompagner tout type de projet. On a un objectif de mettre le numérique au service des politiques prioritaires du gouvernement. Donc, il y a un focus sur un certain nombre de politiques publiques et la DINUM utilise et on va dire maximise le levier du numérique comme outil d'innovation et d'optimisation des services actuels. On a deux derniers points qui sont tournés autour de la donnée, parce qu'on a en notre sein un service qui s'appelle EtaLab et qui travaille sur la valorisation et l'exploitation des données comme levier de l'efficacité de l'action publique. Alors c'est dans le prolongement des actions précédentes de la DINUM ou de ses ancêtres, si j'ose dire, ceux qui nous connaissent peut-être un peu plus dans le temps. Voilà, on était la DINSIC, le SGMAP, la DGME et l'ADEME, peut-être que j'en oublie. C'est vrai que ces dernières années, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées pour ouvrir et valoriser les données. Et enfin, on est aussi opérateur. Quand on dit opérateur, c'est sur le réseau interministériel de l'État. Donc, on a des fonctions d'infrastructures clés pour l'État, mais aussi des services numériques. La diapositive d'après, peut-être, Nicolas, tu vas l'expliciter, qui met en avant quelques exemples.
justement pour rendre les choses relativement concrètes. On a voulu illustrer le propos par justement des produits qui étaient opérés par la DINUM. Un certain nombre d'entre eux sont largement répandus, comme France Connect, que vous connaissez la plupart, le RIE, qui est le réseau interministériel de l'État, qui est également assez connu et sur lesquels de plus en plus de services reposent pour voilà, constituer leur WAN au niveau métropolitain. Et d'autres services, peut-être un peu moins connus, mais certains commencent à avoir une vraie visibilité, telle que data.gouv.fr, où il y a toute la politique autour de l'open data qui est mise en avant, et l'outil CHAP, pour lesquels il y a une vraie dynamique en ce moment. Donc ça, c'est les produits interministériels qui sont opérés par la DINUM. Il y a d'autres actions, comme le disait Christophe, autour des services d'accompagnement auprès des ministères, tels que les entrepreneurs d'intérêt général qui contribuent soit à une expertise mise à disposition des ministères autour de soit la conception de nouveaux systèmes d'information, mais aussi de la donnée. On a ce qu'on appelle une brigade d'intervention numérique, qui est plutôt une sorte de cabinet de conseil interne qui interviennent sur demande des ministères pour apporter une expertise, un soutien. Et on a également une brigade d'intervention sur le cloud, puisque vous le savez, il y a une certaine émulation autour du cloud et un souhait de pousser de manière progressive les différents ministères à opérer leur système d'information dans du cloud, soit interne, opéré par les ministères, soit externe, mais avec un label, notamment dans le domaine de la santé, bien entendu, qui doit respecter un certain nombre d'exigences de sécurité. Et bien entendu, la DINUM n'opère pas tout seul, elle opère également avec un certain nombre d'acteurs, de partenaires. Pour l'illustrer, on en a mis un de référence, qui est la DITP, qui est également un service de la Première ministre, et qui, de manière plus globale, est en charge d'accompagner les ministères dans leur transformation publique, et également le numérique. Pour continuer, donc, et pour ne pas rentrer plus dans le détail du rôle de la DINUM, parce que ce n'est pas vraiment ce que vous attendez, hein, l'objectif, ce n'est pas non plus de faire un cours magistral sur la gestion de projet, parce qu'on imagine avec Christophe que vous avez déjà longuement entendu beaucoup de choses sur la gestion de projet. On a vraiment voulu faire quelque chose de relativement concret et opérationnel. Donc, on sera néanmoins obligé de venir sur un certain nombre de concepts et sans les définir, l'évoquer à minima, pour ensuite permettre de parler des bonnes pratiques et de pouvoir échanger derrière sur tout ce qu'il faut éviter. Voilà, si je peux me permettre. Et donc, pour diriger un grand projet numérique de l'État, ce qu'il faut avoir bien en tête, la plupart du temps, le numérique est quelque chose qui était vu dans les différents organismes comme une fonction support, et je pense que au sein des différents organismes dans lesquels vous opérez, c'est toujours une réalité. Il faut avoir bien conscience que c'est un métier qui est assez complexe, dans la mesure où ça nécessite une certaine polyvalence. Je pense que pour un grand nombre d'entre vous, ou en tout cas une partie, vous allez découvrir un certain nombre de termes nouveaux tels que le PMV, l'UX, le Sectum Cloud, l'intelligence artificielle, plein d'acronymes qui sont assez compliqués à comprendre au premier abord, ou en tout cas qui sont extrêmement riches. Et il est vrai que pour réussir un projet, notamment dans le domaine du numérique, eh bien, on fait appel à une équipe qui est conséquente, parce que ça fait appel à de très nombreux métiers, corps de métiers très différents. Lorsqu'on regarde la nomenclature du SIGREF, alors le SIGREF, c'est un organisme entre guillemets associatif qui réunit un grand nombre de DSI du secteur public comme du secteur privé, et ils ont identifié plus d'une cinquantaine de métiers. Donc ça montre toute la richesse qu'il y a derrière le numérique. Et bien entendu, pour réussir un programme, il faut un chef d'orchestre. Et derrière, ce chef d'orchestre doit être en mesure de s'assurer que tout le monde va dans la même direction. Et donc, pour cela, il faut avoir des qualités en savoir-être et savoir-faire. Donc, même chose, c'est des généralités, hein, c'est vrai dans tous les domaines. Mais si on rentre dans le domaine du numérique de manière assez concrète, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau du savoir-être, une véritable gestion d'équipe, savoir faire du management de proximité, un leadership avéré, il faut mettre tout le monde dans la même direction à court terme et à long terme. Et ça, le long terme, il ne faut pas l'oublier parce qu'on va y revenir. Ça peut être une source d'échec. Et ensuite, un savoir-faire, donc
les basiques de la gestion de projet, et il doit avoir une certaine crédibilité vis-à-vis de ses équipes, et donc avoir une connaissance des basiques du numérique. Et là, toujours dans votre domaine, autour de la donnée, ça veut dire qu'il faut avoir voilà, un certain nombre de connaissances sur c'est quoi un entrepôt de données, c'est quoi la gouvernance de la donnée, c'est quoi tous les process sous-jacents, c'est de quelles compétences j'ai besoin à quel moment. Et ça, c'est assez complexe. Et l'illustration que vous avez sur la droite, c'est quelque chose de relativement classique qu'on voit dans toutes les formations de gestion de projet et que je ne vais pas détailler. Mais on voit bien qu'en fonction des différents acteurs que vous avez en face de vous, vous allez avoir une compréhension ou un résultat qui est complètement différent. Donc, entre l'expression de besoin du client, et donc pour vous, ça va être voilà, des chercheurs potentiellement qui ont une idée, et derrière, comment elle va se décliner en fonction de quel acteur va s'approprier le sujet, comment est-ce que les autres utilisateurs vont comprendre, chacun va avoir une vision complètement différente et ce qui peut être également une source d'échec d'un projet. Et la spécificité du numérique par rapport à certainement d'autres domaines, c'est que le numérique est connu pour être extrêmement évolutif. On a une diversité de technologies qui sont répandues de manière exponentielle. Le schéma de droite du Gartner l'illustre assez bien. Si vous ne le connaissez pas, je vous conseille d'aller le voir. Il énumère vraiment tout le cycle d'innovation de différentes technologies et le numérique n'y échappe pas. L'intelligence artificielle, je vous ai mis un lien en bas de l'écran qui est assez bluffant, où on voit justement la capacité à modifier des vidéos en temps réel avec des modifications du langage, et ça c'est une réalité. Donc c'est à prendre en compte dans tous les projets, et notamment dans les domaines de la data, où à l'heure actuelle il y a une évolutivité qui est extrêmement forte et qui induit des transformations en conséquences assez profondes. Et dans le domaine de la santé, c'est une réalité. Là, vous êtes en train de mettre en place des entrepôts de données dans des CHU ou CHI, enfin peu importe. Mais pour beaucoup, ça ne veut rien dire. C'est quelque chose qui est assez inconnu. Et néanmoins, demain, c'est un service que vous allez potentiellement de près ou de loin leur rendre. Et en conséquence, il va falloir les accompagner, les acculturer pour qu'ils comprennent quels sont les enjeux, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça va leur apporter. Et une fois qu'ils ont compris quel est l'enjeu et quel est le besoin et à quoi ça va répondre, forcément, on va avoir des utilisateurs qui vont être de plus en plus exigeants et qui vont avoir des attentes. Et ça, il va falloir être en mesure d'y répondre parce que derrière, il ne faut pas créer de nouvelles frustrations. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que au titre du projet, vous allez devoir être à leur écoute, le prendre en compte et leur répondre. Et donc, avec un niveau d'attente qui va être hétérogène. Peut-être pour compléter l'évolutivité des technologies, faut que vous l'ayez en tête aussi du point de vue de la sécurité. C'est-à-dire qu'on n'attaque pas aujourd'hui comme on attaquait il y a 10 ans. Et à la fin de votre projet, si vous le lancez maintenant, les menaces seront sans doute très différentes. Donc c'est vraiment une capacité dans la direction d'un programme numérique à anticiper le changement sur tous les domaines, que ce soit sur les attentes des utilisateurs, les capacités technologiques, mais aussi les menaces. Il faut l'avoir pleinement en tête. Okay. Du coup, on vous a ressorti une diapositive qui peut-être fait un peu peur comme ça. C'est un peu la retour d'expérience de la DINUM sur les risques. C'est une analyse sur une douzaine de projets numériques de l'État et sur les risques avérés et une rétro-analyse sur quand est-ce qu'on aurait pu éventuellement les contrer. Vous avez un petit schéma qui les met dans différentes zones, c'est-à-dire, alors nous on a mis des termes peut-être qui ne sont pas très familiers, quand on dit avant article 3, en fait c'est avant le cadrage du projet, et ensuite ça va suivre le cycle de vie d'un projet. Ce qu'il faut avoir en tête, je ne veux pas vous faire peur, mais quand même, mener un projet c'est quand même un chemin de croix. Et on en parle par les risques, ce qui n'est pas forcément extrêmement positif, mais ça peut permettre d'avoir un cheminement qui est plus maîtrisé durant toute la vie du projet. Donc on avait catégorisé plusieurs causes de dérive, d'échecs de projets. Après c'est selon
les critères qu'on peut mettre en avant, mais globalement, nous, quand on parlait d'échecs, c'est quand on a des taux de dérive, que ce soit calendaire, financier, ou voire même des arrêts de projet qui sont supérieurs à 20% de l'estimation initiale. On voit qu'on a pas mal de problèmes liés aux estimations. C'est vrai qu'au lancement d'un projet, c'est pas évident d'estimer les enveloppes nécessaires, d'estimer, de penser à tout. Donc après, on va vous parler d'outils qui permettent aussi de penser à tout et de se poser un certain nombre de questions. Mais quand on lance un projet, on en parlera aussi tout à l'heure, il faut penser déjà à sa fin, il faut penser du coup à son coût de fonctionnement, au fait que pendant un moment, on va peut-être pas désactiver les systèmes en place et on va avoir un double coût de fonctionnement qui va se mettre en œuvre et il faut essayer de réduire au maximum. Donc ça, toutes les estimations à avoir en amont et que vous allez subir tout au long du projet, il faut qu'elles soient les plus réalistes possibles. On a des causes fonctionnelles. Un de nos leitmotifs, c'est quand même d'arriver à gérer la complexité. On est dans des univers très complexes avec des chemins critiques qui peuvent être du coup difficiles à suivre. Un des objectifs souvent dans la gestion de risque, c'est de découper pour réduire la complexité, peut-être de découper soit dans le temps, soit sur des chemins parallèles, pour pas se noyer sous l'inflation, notamment fonctionnelle. On a des causes externes, bon ça globalement on ne peut pas y faire grand chose, c'est un peu comme la météo, bon, on peut avoir un indicateur de pilotage qui nous dit s'il fait beau demain, mais globalement on va le subir, donc ça voilà, il y a des causes externes, des orientations parfois politiques, des grosses évolutions réglementaires qui arrivent et qui vont avoir un impact conséquent sur votre projet. Faut arriver éventuellement à les voir venir de façon le plus précoce possible, mais c'est pas quelque chose qu'on arrive à gérer en amont d'un projet. Des causes techniques, donc là on va parler parfois de pilotes qui ont peut-être été mal spécifiés, de POC, de prototypes qui vont pas forcément être représentatifs, ou des architectures qui vont pas être en mesure de monter à l'échelle. Donc voilà, on a des causes liées au pilotage du projet, on va largement en parler, alors, je ne vais peut-être pas m'étendre là-dessus, et des causes RH aussi, on va en parler aussi. On a globalement aujourd'hui des grosses difficultés à recruter des compétences expertes dans certains domaines, sur le domaine du numérique. Et c'est vrai que ça se ressent sur un certain nombre de projets. Et on parlera du coup des ratios d'internalisation un peu plus tard. Mais ça vous donne une petite cartographie en premier. Si vous voulez aller plus loin sur les risques et vous faire peur et avoir quelques recommandations, on ne peut que vous conseiller la lecture de ce rapport de la Cour des comptes à laquelle la DINUM avait participé il y a déjà maintenant quelques années, je crois que c'était 2019 ou 2020, Ouais, 2020, sur du coup les grands projets numériques de l'État. On a ressorti ici 3 préconisations. On ne voulait pas vous noyer, on en aura d'autres tout au long du support. Mais si on devait en garder 3, on a gardé la numérotation du rapport. Le premier, en gros, c'est plutôt lié au capitaine. On s'est défini d'ailleurs comme capitaine du numérique de l'État. La difficulté dans un projet, c'est quand il y a plusieurs capitaines, quand les responsabilités ne sont pas forcément très clairement établies. Le premier principe, c'est de s'assurer qu'il y a la désignation d'un responsable unique avec une autorité. C'est pas le tout d'être responsable et d'avoir une belle casquette. Il faut aussi avoir l'autorité pour prendre les décisions et arriver à les faire appliquer. Et ça, nous, c'est un des points qu'on regarde, en tout cas dans les projets qui se lancent. Et on a l'impression on enfonce une porte ouverte en disant ça, mais la complexité des organisations fait qu'on a rarement un tapis rouge pour le directeur de projet. Le deuxième, ce que je vous disais tout à l'heure sur les éléments fonctionnels, il vaut surtout dans le temps, en se disant il faut avoir des jalons courts, il faut viser loin, mais avec beaucoup d'étapes qui permettent de mesurer l'apport de valeur. Donc souvent, on parle d'avoir des projets qui sont orientés par l'impact, et on le verra tout à l'heure comment véritablement les orienter sur l'apport de valeur et sur l'impact. Mais surtout, il faut arriver à se fixer des objectifs court terme qui participent à une trajectoire long terme. Et c'est ce qu'aide aujourd'hui des cadres et des méthodes qu'on peut appeler agiles. Enfin, le dernier point qu'on a mis, c'est sur l'internalisation des ressources.
On a, nous, des préconisations à la fois sur des taux par rapport à une équipe projet tout au long de la vie du projet. Globalement, vous verrez dans ce rapport, on parle de deux niveaux. En gros, on dit qu'au-dessus de 80% d'externalisation, un projet ne doit pas partir, ne doit pas démarrer, et au-delà de 60%, on considère que le projet est à risque de façon native. Donc il y a la question du ratio, mais aussi la question, on y passera tout à l'heure, c'est les fonctions clés. Il faut, dans un premier temps, que toutes les fonctions clés soient internalisées, ce qui permet une maîtrise naturelle du programme. Vous pourrez aller aussi, on n'a pas mis le lien, mais si vous voulez vous imprimer un super poster, vous pouvez le faire sur les 9 principes clés de réussite des grands projets de SI de l'État. Je ne vais pas vous les relister, il y en a que j'ai déjà dit qui vont dans le prolongement des recommandations. Mais c'est vrai que ça permet un petit peu d'avoir des grands principes qui peuvent s'appliquer dans des contextes assez généralistes, là, ces principes. En tout cas, ils sont éprouvés et ces 9 principes avaient été définis collégialement avec la DINUM et les services du numérique de l'État. Pour revenir peut-être sur les projets d'entrepôt de données de santé, on a essayé d'analyser un petit peu ce qui faisait vos spécificités, en tout cas les spécificités des projets d'entrepôt de données de santé, parce que c'est constitue la plupart des grands programmes numériques. Hein. En tout cas, on a participé avec Nicolas au comité de sélection avec un certain nombre de candidats à l'appel à projet. Ce qui est assez singulier, c'est qu'on a des projets qui sont naturellement centrés autour de la donnée. On est sur des entrepôts de données avec 2 impacts majeurs. C'est qu'on va avoir l'interopérabilité et le catalogue de données qui va vraiment être au centre du projet, au centre de la conception. Le projet n'existe quelque part que par ça. On a des enjeux singuliers de qualité de données et de capacité de traitement. Je pense que c'est des 2 points qui sont peut-être parfois un peu sous-estimés dans ce type de projet, mais la qualité de données, à la fois en termes d'expertise et d'opération, qu'elles soient industrielles ou manuelles, on les espère toujours tous industrielles. On finit souvent avec beaucoup de tâches manuelles sur ces sujets-là. Donc, un des enjeux de ces projets d'entrepôt de données de santé, c'est comment arriver à industrialiser au maximum la chaîne de données et de garantir un niveau de qualité. On a un objectif prioritaire dans ces entrepôts de données de santé, c'est sur l'accélération des projets de recherche et notamment d'analyse des données de santé. C'est s'appuyer sur les données existantes pour donner un coup d'accélération sur des cas d'usage assez concrets. Et ça, il faut l'avoir en tête avec cette notion de cas d'usage, alors qu'elle avait été demandée à être formalisée dans le cadre de l'appel à projet, mais c'est essentiel, se dire on ne fait pas un entrepôt de données pour la beauté du geste, et on fait un entrepôt de données qui doit servir à un certain nombre de cas d'usage et qu'on ne pourrait pas avoir si on n'avait pas l'entrepôt de données, parce que si c'est juste stocker des données qu'on aurait utilisées ou qu'on aurait pu gérer d'une autre manière, c'est que ça doit apporter des nouvelles opportunités dans le croisement, dans la capacité de traitement, dans les algorithmes qu'on va pouvoir utiliser, qui vont donner de la valeur, de valoriser un certain nombre de données. On a un positionnement entre les applications des établissements et le Health Data Hub. Les entrepôts de données de santé, ils s'appuient sur un existant au sein des établissements et ils vont puiser un certain nombre de données en s'appuyant sur une expression de besoin, en s'appuyant sur des contraintes aussi réglementaires. Mais ensuite, ils vont nourrir un certain nombre de cas d'usage, mais ils vont aussi alimenter le Health Data Hub in fine. Les entrepôts de données de santé ne doivent pas ni prendre la place quelque part des applications de gestion ou des applications existantes, ni celui du Health Data Hub avec des possibilités et des périmètres qui sont différents. Et ça implique qu'il y a une part importante d'intégration dans le projet. Quand on dit intégration, on y reviendra plus tard, mais voilà, c'est une notion un peu spécifique en informatique. On a aussi une organisation, une gouvernance singulière, même si là, on va dire chaque projet peut l'avoir, mais il y a des moyens mutualisés entre établissements. Et
jamais évident de coordonner ses forces, surtout quand c'est des sujets qui ne sont pas forcément métiers. Ça s'articule autour d'une gouvernance nationale des données de santé. L'idée, c'est pas de faire des entrepôts de données de santé locaux. Faut vraiment que ça s'articule dans un mouvement plus global. Je n'ai pas parlé des enjeux de sécurité, mais j'avais évoqué tout à l'heure ce point-là. Voilà pour un peu le cadre. Je ne sais pas si après vous avez des questions particulières ou si ça reflète votre vision. Si vous avez d'autres singularités, n'hésitez pas peut-être à interagir s'il y a des sujets que vous voulez qu'on approfondisse. En tout cas, maintenant qu'on a posé le décor et un petit peu le contexte, on va revenir justement sur quelques points clés pour justement à réussir à produire, ou en tout cas à faire émerger ces entrepôts de données. Et donc, on va revenir sur quelques points clés qui sont fondamentaux dans la réussite d'un projet, qui va s'articuler notamment autour de 3 items. Un, la gouvernance. On a commencé à un petit peu en parler, mais on va y revenir sur les éléments clés. De 2, sur le pilotage par la valeur, les délais, les coûts et les risques. On faisait un focus particulier sur les risques, et comme vous l'avez compris, il y en a un certain nombre, donc c'est essentiel, mais il y en a d'autres. On reviendra sur le cycle de vie d'un projet, on essaiera de mettre en exergue un certain nombre d'éléments assez fondamentaux qui est important d'avoir en tête durant toute l'exécution d'un projet, parce qu'il y a un certain nombre d'exigences à avoir aussi bien en démarrage, pendant l'exécution et à la fin, et à chaque stade, il y a ces exigences qui évoluent, et au besoin, nous serons à votre disposition pour parler de l'outillage à votre disposition. Concernant justement donc la gouvernance d'un projet, comme on l'a dit, un projet c'est une équipe. Il y a énormément d'acteurs différents qui interagissent. On a voulu faire un focus sur un certain nombre d'entre eux. Bien entendu, le directeur de projet ou le chef de projet en fonction de la dimension, de sa dimension, est fondamental. C'est vraiment l'animateur, le chef d'orchestre. Il faut voir aussi que c'est un acteur essentiel pour définir et s'assurer que les règles sont suivies, aussi bien autour de l'organisation, des processus établis, des budgets, des calendriers et le delivery, donc c'est tout ce qui est production. Il ne travaille pas seul, il travaille avec un sponsor dans les entrepôts de données, avec le contexte qui est, voilà, ça va induire forcément une transformation dans votre écosystème. Souvent, le sponsor, ça va être le directeur d'établissement. Il est essentiel qu'il soit présent et qu'il vous suive. Notamment pour que derrière, les priorités budgétaires, par exemple, n'influent pas. Bien entendu, il peut y en avoir, mais vous devez avoir un soutien de haut niveau. Et l'idéal, c'est d'avoir le plus haut possible dans votre contexte. Vous allez avoir énormément d'acteurs différents, bien entendu, les chercheurs, des data scientists, une population très diversifiée, et il va falloir parler à tout le monde, que tout le monde comprenne quels sont les enjeux du projet, à quel niveau il est, comment est-ce que vous allez répondre à leurs attentes et à quel moment vous allez répondre à leurs besoins. Vous allez avoir un certain nombre de partenaires, donc à travers les différents dossiers qu'on a pu analyser avec Christophe, il y en a plus ou moins, mais la plupart du temps, ils apportent un service qu'il va falloir conventionner. Et donc, c'est super important d'établir une relation de confiance, d'établir également, avoir, on va dire, une répartition des tâches qui soit clairement définie et à quel moment chacun doit rendre des comptes, entre guillemets. Donc, c'est souvent bilatéral et à un moment donné, il y a une attente qui est en entrée et une sortie qui est de l'autre côté. Et donc ça, il faut que ce soit clair des deux côtés. Bien entendu, vous allez avoir des prestataires. La plupart du temps, voilà, c'est nécessaire parce que ça fait appel à de l'expertise. La mise en place d'entrepôts de données, on l'a vu dans les différents dossiers, qui sont portés par des contrats. On y reviendra tout à l'heure. Et bien entendu, une équipe projet qui va évoluer forcément. Là, la plupart des entrepôts, vous avez des contrats de 4 ans. On le voit que dans le domaine du numérique, la mobilité, elle est là, qu'elle soit en interne ou auprès de vos partenaires. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir suivre. Donc, une diversité d'acteurs extrêmement riche. Et donc, pour cela, il faut que chacun ait un périmètre qui soit clair en termes de rôle et avec, on va dire, une clarté dans ce qui est attendu. Donc, c'est ce qu'on appelle un RACI, où vous allez définir qui est responsable, qui
contribue, qui est informé, qui valide. Vous allez avoir des prestataires qui doivent être pilotés par des contrats, l'implication des utilisateurs qui doit être constante. Et ça, peu importe la phase à laquelle vous intervenez, vous êtes, donc aussi bien en phase de cadrage, en phase de recette, et de manière régulière mesurer la satisfaction. Et ce que je disais, vous allez avoir une gestion du turnover, et cette gestion du turnover est essentielle parce que derrière, sous-jacent, c'est la gestion de la connaissance. Votre projet est d'une certaine complexité, avec aussi bien de la complexité autour de la donnée, de l'entrepôt en lui-même, des besoins attendus par les équipes métiers. Tout ça, il va falloir capitaliser, écrire de la documentation pour pouvoir la transmettre à qui de droit le moment attendu. Et ça, c'est quelque chose qui doit être suivi dès le démarrage du projet, sinon vous encourez un risque majeur sur la suite. Et donc, ce que disait un petit peu Christophe, il y a un certain nombre de fonctions clés qui est nécessaire d'internaliser, ou en tout cas, c'est nos préconisations. Le directeur de projet, ou en tout cas la direction, dans la mesure du possible, doit être interne. C'est le garant quand même du fonctionnement du projet. Vous comprenez bien que si on donne les clés de l'avion à un acteur externe, vous pouvez avoir des risques tacites. Le rôle de product owner, à savoir le rôle on va dire, du produit, du référent fonctionnel, c'est des fonctions qui sont très proches du métier et qu'il est déconseillé d'externaliser également. Ça, c'est des fonctions où nous, on regarde assez régulièrement et on préfère à ce que ce soit des équipes internes. Bien entendu, il y a des capacités d'externaliser un certain nombre de fonctions et autour notamment du volet fonctionnel, tout ce qui est autour de la recette, tout ce qui est autour du PMO, hein, Project Management Office, ça c'est des fonctions qui peuvent être externalisées sans trop de difficultés. Sur les domaines un peu plus techniques, les architectes, en tout cas, c'est quelque chose qui, voilà, vu qu'on est en train de définir la cohérence technique, qu'on définit un certain nombre d'abacs techniques, c'est des rôles qui est préférable de garder en interne. Et autour de la donnée, vous avez avoir quand même des traitements de la donnée relativement complexes. Vous allez avoir un chaînage de la donnée pour sa mise en qualité qui vont être en complexe. Et comme on le disait, l'objectif, c'est quand même d'avoir des entrepôts qui vont durer un certain nombre d'années, même au-delà des 40 mois. Donc, il va falloir avoir de la pérennité dans ces fonctions, qui est essentielle. Donc, aussi bien autour du data engineer pour le chaînage et le data scientist pour le traitement de la donnée. On a voulu également, alors là, bien entendu, c'est une fonction ou un organigramme qui est relativement basique, mais c'est pour surtout dire et mettre en exergue les fonctions qu'on doit retrouver normalement dans une organisation relativement standard. Donc, vous avez ce rôle clé du directeur de projet, auquel il rapporte à un sponsor. C'est le sponsor, souvent celui qui finance, et les business owners, ça va être la direction métier. Et donc, vous allez avoir entre eux une relation particulière parce que il faut garder la confiance au niveau du sponsor et répondre aux besoins exigeants des business owners et donc des différents métiers. Derrière, vous allez avoir forcément une direction technique avec des rôles clés autour de l'architecture et de la cybersécurité. Et vous allez avoir potentiellement, en fonction de la taille de vos entrepôts ou de vos cas d'usage, des product managers, donc qui vont être garants de la cohérence globale de votre entrepôt, et ils vont pouvoir s'appuyer sur des squads, ce qu'on appelle des squads. Alors j'espère que je ne parle pas un jargon trop technique, mais si c'est nécessaire, n'hésitez pas à poser vos questions. Et donc chaque squad, normalement, s'appuie sur des product owners, comme on le disait tout à l'heure, avec des data scientists, des tech leads, des développeurs, etc., etc. Ensuite, vous avez des fonctions relativement transverses qui sont qui contribuent au projet, qui peuvent être mutualisées avec d'autres projets, mais il ne faut pas oublier que dans le dispositif, vous devez avoir des cellules de communication parce que je vais envoyer dire un terme un peu verbeux, mais il faut faire de la propagande de votre produit. Vous allez vendre quelque chose de nouveau dans vos organisations et il va falloir communiquer sur les résultats, communiquer sur son existence. C'est essentiel pour continuer à avoir du soutien et enrichir. L'objectif, c'est, voilà, vous avez, pour un certain nombre d'entre vous, été lauréat. Mais l'objectif, c'est bien de la pérennité et assurer que, voilà, au fur et à mesure, vous ayez de plus en plus de cas d'usage et de plus en plus d'utilisation
de cet entrepôt. Une cellule de conduite du changement pour expliquer pourquoi est-ce que vous déployez cet entrepôt de données, un project management office parce que voilà, vous devez avoir un planning, un suivi de votre budget, un suivi des risques de manière régulière, constante pour ne pas dire. Un support utilisateur, malheureusement, c'est la vie, hein, tout ne marche pas parfaitement, donc forcément, vous devez avoir des équipes qui sont là pour répondre aux problématiques, typiquement de j'ai perdu mon mot de passe, ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? On parle de données, donc forcément, il y a un volet juridique qu'il faut traiter le plus en amont possible. Le traiter en aval, ça serait suicidaire, notamment au niveau de la donnée. Et la relation avec les partenaires, la plupart d'entre vous, vous l'avez, vous allez avoir des conventions, et donc du coup, il faut être en mesure de les suivre de manière pertinente. Et pour pouvoir faire tout ça, la plupart du temps, on s'appuie sur un certain nombre d'instances relativement génériques. On a voulu faire quelque chose de pas extrêmement complexe. Juste peut-être avant de basculer, c'est vrai qu'on a eu quelques questions du coup sur plutôt des traductions. Alors c'est vrai que c'est les termes product owner et squad, c'est des termes qui sont repris plutôt des cadres agiles. En gros, une squad, on va dire, c'est une petite équipe qui va être pluridisciplinaire et qui va vous permettre d'atteindre généralement un objectif fixé sur un produit, des objectifs fixés sur un produit. Donc dans l'organisation qui était montrée avant, l'idée c'était d'avoir des petites équipes spécialisées sur un produit qui vont s'appuyer sur d'autres compétences plus mutualisées entre les produits. Sinon, oui, PO, donc Product Owner, en gros, c'est un peu le chef de produit. C'est vrai que c'est un jargon qui est plutôt utilisé un peu dans le marketing et par rapport au fait qu'on va travailler sur un produit avec un certain nombre d'objectifs et en fonction quelque part des attentes des utilisateurs, c'est un peu repris du marketing et du lancement de produits en tant que tel, même si on l'applique nous maintenant à des projets numériques qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec des lancements de produits. Et enfin, il y avait UX. Oui, UX, c'est pour expérience utilisateur. En gros, on va être sur le parcours utilisateur qu'on va travailler. En gros, c'est pour que ce soit le plus intuitif que ça nécessite le moins de formation possible. Il y a des spécialités aujourd'hui, des experts dans les parcours utilisateurs et on appelle ça les UX designers. Et Scrum, je ne sais plus si tu l'as mis, mais Scrum c'est un Scrum Master qui va normalement dans une équipe être un peu un facilitateur. C'est un facilitateur de l'équipe, il va plutôt coordonner, gérer les problèmes et donner du lien dans une petite équipe. Après, il peut y avoir des Scrum de Scrum, pour aller encore plus dans le jargon, qui va du coup coordonner plutôt d'une façon un peu plus mutualisée. Aussi pour faciliter la projection, le PO, comme le disait Christophe, c'est vraiment le chef de produit, ça va être entre guillemets votre référent fonctionnel sur les cas d'usage. C'est lui qui va être en mesure de traduire le besoin métier et de le transposer auprès des équipes techniques selon une certaine méthodologie de projet et qui va être en mesure de faire le lien justement entre les attendus du métier et la capacité de production des équipes pour derrière apporter le produit. Donc, on a mis en évidence un certain nombre d'instances qui sont relativement génériques, mais qui ont une importance dans l'organisation et dans la mise en place des entrepôts. Après, ils peuvent avoir la dénomination que vous souhaitez, ils peuvent avoir la fréquence que vous souhaitez. C'est vraiment en fonction de vos spécificités, de vos contraintes, mais néanmoins, chacun a un rôle essentiel. Vous avez le comité stratégique qui est là pour prendre les décisions de haut niveau et les orientations du projet. Parce que des orientations, comme le disait Christophe, il peut y en avoir en cours d'exécution du projet parce qu'il y a une décision de très haut niveau. Vous allez avoir des exigences utilisateurs qui peuvent influer sur votre projet et pour lequel il y a attendu un certain nombre d'arbitrages. Donc ça, c'est des instances qui sont impératives. Mais en termes de fréquence, ça peut être tous les ans, ça peut être tous les 6 mois, ça vous est propre. Des comités de pilotage, voilà, là on est plutôt dans une dimension vraiment courante du projet où vous allez suivre avant tout l'avancement du projet, ses coûts et bien entendu est-ce que vous tenez les jalons et derrière les risques.
Comité opérationnel, on est vraiment sur une dimension un peu plus technique. En général, il n'y a pas forcément le directeur de projet qui y participe, mais il y a besoin également au niveau opérationnel que les équipes se parlent. C'est par exemple le chef de projet le chef de produit qui va avoir un certain nombre d'attentes vis-à-vis des autres équipes, ou s'il y a nécessité de discuter entre deux produits. Donc il peut y avoir un certain nombre de comités opérationnels. La spécificité d'un projet numérique, notamment dans le domaine de la donnée, c'est qu'on va rajouter une surcouche sur la gouvernance de la donnée. Donc là, on va être en mesure d'établir l'offre des services, le catalogue de données, la gouvernance de la donnée qu'il va y avoir. Vous allez récupérer des données en brut, traiter cette donnée, mais derrière le traitement de cette donnée, il va falloir définir qui en est propriétaire et quelles sont les règles qu'on y applique en termes de standardisation et de normes, afin que l'objectif l'objectif, c'est de communiquer cette donnée au plus grand nombre, qui soit en interne, soit en externe. Et donc, bien entendu, le projet d'entrepôt que vous menez, c'est à destination d'un certain nombre d'utilisateurs. Et donc, l'objectif, c'est de leur donner de la visibilité sur l'avancement du projet, mais d'être en mesure de recueillir leurs besoins et leurs exigences, et également, malheureusement, les anomalies du projet. Et donc, il est nécessaire de mettre en place des comités d'utilisateurs, peu importe leur forme. Hein. Ça peut être des réunions un peu comme les comités que j'ai décrits au-dessus, mais ça peut être également des clubs un peu plus design, où on les fait venir pour réfléchir de manière un peu plus collaborative. Chaque instance, donc comme je disais, je les ai un petit peu décrits, hein, mais doivent répondre à des objectifs établis. La plupart du temps, leurs descriptions sont bien entendu précisées dans ce qu'on appelle un PMP, un Plan Management de Projet, et qui est accessible de tous. Ainsi, il n'y a pas de contestation possible des différents acteurs sur cette comitologie, elle n'est pas utile ou elle ne sert à rien, je n'y vais pas. Ça permet d'établir les règles, et comme je le disais, le directeur les fixe, et il faut qu'elles soient suivies derrière. En fonction de vos propres besoins, comme je le disais, vous fixez la périodicité, la composition et les besoins, pour que chacun de ces instances, ou en tout cas comités, prenne les décisions de son périmètre. Voilà. Donc, le comité de stratégie prend les décisions stratégiques, le comité de pilotage prend les décisions qui lui incombent, etc., etc. Et donc, à la fin de chaque comité, essentiel, sans rentrer dans une verbosité qui est chronophage, mais il faut qu'au moins dans vos comptes rendus, vous ayez les décisions et les actions. C'est le minimum qui est attendu pour qu'il soit efficace. Quelques indicateurs de pilotage, parce que qui dit projet dit suivi d'avancement. Même chose que tout à l'heure, il y a une diversité qui est infinie en termes d'indicateurs possibles. L'objectif n'est pas de vous noyer dans justement cet exercice. Il faut qu'il vous apporte quelque chose en termes de conduite du projet. Donc, c'est en fonction du stade du projet et en fonction de vos besoins où il va falloir les définir. Néanmoins, il faut les définir le plus en amont possible. On a quand même voulu mettre un certain nombre d'exemples. Hein. Forcément, vous devez savoir à l'instant T, à peu importe le stade de votre projet, connaître les dépenses qui sont engagées. Ça, c'est évident, parce que ça, c'est quelque chose que votre sponsor va vous demander de manière naturelle. Vous devez également être en mesure de pouvoir suivre les anomalies par gravité. Donc déjà, il faut être en mesure d'identifier la gravité, qu'est-ce que faible, qu'est-ce que moyen et qu'est-ce que grave. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir définir entre vous. Pourquoi est-ce qu'il est important de suivre les anomalies? Parce que si vous vous rendez compte au cours de votre projet que vous avez, on va dire, un nombre d'anomalies qui ne fait que croître, peut-être qu'il y a un certain nombre d'actions qui est nécessaire à entreprendre pour justement les limiter, parce que plus vous avez d'anomalies, plus potentiellement vous allez avoir une insatisfaction de vos utilisateurs. Le suivi des mises en production, ça c'est essentiel parce que l'objectif c'est que vous puissiez délivrer de la valeur auprès de vos utilisateurs. Et bien entendu la disponibilité de votre plateforme. Il faut que votre entrepôt soit entre guillemets tout le temps disponible et donc il soit accessible par vos utilisateurs. Autre élément important, quel est l'usage de cette plateforme? C'est pas tout de le mettre en place, mais vous devez savoir qui a accès,
Est-ce que voilà, aujourd'hui, j'ai 10, 20, 30 personnes, 50 personnes qui l'ont utilisé. Au cours du temps, est-ce que j'ai un nombre croissant d'accès? Mais après, ce qui est important à savoir, c'est est-ce que les gens continuent à y accéder et, entre guillemets, donc une forme de fidélité. Et derrière, est-ce qu'ils restent connectés? Et donc, est-ce que derrière, il y a une vraie utilisation de ces plateformes? Et donc, c'est là où on va voir qu'est-ce qu'ils font et quels sont les traitements qu'ils réalisent. Et de manière... La plus grande difficulté là-dessus, c'est souvent de passer ce qu'on appelle d'indicateurs de vanité, où voilà, j'ai le plus gros usage, la plus grosse plateforme, j'ai tant de Tera ou à quelque chose qui va mesurer l'impact par rapport à ce qui était recherché initialement. Vous devez avoir des cas d'usage assez précis et en amont, les bonnes questions à se poser, c'est comment je vais mesurer l'impact de mon programme par rapport à ce que je recherche initialement. Après, l'impact peut changer. Hein. Un projet ne doit pas être figé autour d'objectifs quand ils deviennent obsolète, mais il y a une vraie réflexion là-dessus, plutôt que de dire, parce qu'après on a encore des indicateurs qui sont, du coup on avait prévu de partager 10 pétaoctets, on avait prévu d'avoir 2000 utilisateurs, etc. On y arrive, bon, et finalement on est content, effectivement, qu'on ait un indicateur de vanité, mais concrètement, est-ce que ça a fait avancer des cas de recherche? Est-ce que ça a permis de partager peut-être un niveau au-dessus et ça a permis la mutualisation de la recherche à d'autres niveaux. Donc c'est ça qu'il faut essayer d'évaluer en amont et de les suivre. C'est pas toujours avec des indicateurs faits à la calculette. Parfois, ça peut être avec des études qu'il faut faire ponctuellement et aller sur le terrain. Parfois, voilà, aller voir les utilisateurs et les questionner. Et vraiment d'être totalement objectif et rationnel dans cette analyse pour pas tomber dans la météo avec le grand soleil à tous les copiles et finalement un projet qui va dans le mur. Parce qu'on a beaucoup de météo, nous, avec des soleils sur des projets qu'on analyse. Et pourtant, nous, on nous appelle souvent quand les projets vont mal. Donc, c'est vrai que si c'est juste mettre des indicateurs pour qu'au comité, ça rassure tout le monde, on perd clairement l'objectif initial et il faut vraiment se remettre par rapport à une vision tournée autour de l'impact, ce qui permet de rationaliser un peu mieux les choses. Et comme le disait Christophe, ça permet de faire le lien avec le dernier point. C'est pas quelque chose qu'on mesure facilement, mais la satisfaction des utilisateurs, à minima une fois par an, est quand même à rechercher dans la mesure où votre objectif, c'est de savoir si les gens sont satisfaits du service qui est livré et quels sont leurs attendus. Parce que bien entendu, comme on le disait au préalable, leurs attentes peuvent être grandes et ils seront de plus en plus exigeants. C'est ça le revers de la médaille, c'est aussi parfois lorsque ça ne marche pas, donc ça on l'entend suffisamment à l'avance et derrière il faut mener les actions nécessaires, mais quand ça marche, on élève le niveau d'exigence et forcément il y a des attentes de plus en plus grandes et on rentre dans un mécanisme qui est assez difficile. Un autre exemple d'indicateur qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle les courbes en S. C'est applicable aussi bien sur les éléments calendaires que financiers, où forcément au démarrage de votre projet, vous allez avoir un exercice d'estimation, de trajectoire. Et donc, il est intéressant de pouvoir justement évaluer qu'est-ce que j'avais prévu initialement et dans la réalité, dans les faits, comment est-ce que mon projet se situe. Et ça permet de manière assez visuelle et c'est assez parlant pour un décideur ou au moins vos utilisateurs, vous rendre compte de est-ce que vous avez une dérive. C'est visuel. Il y a pas mal de philosophie sur Internet si c'est quelque chose qui peut vous aider. Mais en tout cas, c'est nous, de manière régulière, des éléments qu'on utilise. Dans vos projets, en particulier là, les entrepôts de données, on l'évoquait tout à l'heure, il y a une vraie importance à accorder à les actions d'intégration. C'est-à-dire si on prend une image, c'est un peu comme des Lego, mais sur lesquels vous n'avez pas forcément, vous n'avez pas toutes les pièces et les pièces sont différentes. On disait que le directeur de programme entre guillemets, doit avoir la main et une autorité sur tout. Malgré tout, l'entrepôt de données de santé, il s'appuie sur des périmètres existants, donc potentiellement des applications, voire des logiciels d'éditeurs tiers.
sur lequel le directeur de programme ne peut pas avoir de velléité de les mettre par rapport à sa feuille de route. Et en tout cas, dès le début du programme, il faut identifier les modalités d'intégration avec les autres programmes, et notamment si parfois c'est des petites opérations d'intégration, parfois c'est des liens avec des API, avec des services qui sont prévus pour être intégrés, et puis parfois c'est des technologies très anciennes avec lesquelles il va falloir faire des développements spécifiques. Là, l'image qu'on vous a mis là, un peu humoristique, on y est presque arrivé, on va dire. Après, il y a un petit virage quand même à finaliser, qui n'était pas prévu à la base, mais on est vraiment là-dessus. On est sur des questions parfois de demi-interface où, du coup, il y a votre demi-interface où vous êtes responsable du lien avec votre écosystème, mais l'écosystème, il doit peut-être faire un pas en avant aussi vers vous. Et il faut analyser du coup le pas qu'il va falloir donner à faire, et ensuite il faut le suivre dans une vision transparente, partenariale, parfois financer d'autres projets qui vont du coup participer aux vôtres. Et ça, c'est vrai que ça se planifie, ça s'anticipe, parce que les autres programmes ont d'autres objectifs et de fait, vos adhérences, vous avez besoin de les gérer, de les identifier dès le début. On a mis ici voilà, un petit tableau qui résume un petit peu suivant les phases du projet ce qu'il faut planifier, budgéter comme action d'intégration avec les autres projets. Je ne vais pas les lire à haute voix, mais c'est vrai que chaque phase va avoir son lot d'actions. Il y a notamment une phase critique qui est les tests d'intégration qui peuvent être à différents niveaux. Vous pouvez, suivant la complexité du lien que vous allez avoir à faire, vous pouvez avoir des tests très en amont sur des couches basses, sur de l'authentification, sur des couches qui peuvent être plus ou moins normalisées, et ensuite aller sur plutôt les échanges de données métiers et peut-être la sécurisation derrière. Donc il y a différentes phases à réaliser sur différentes plateformes, et c'est vrai que ça s'organise aussi parce que vous devez aussi parfois ouvrir votre écosystème à d'autres, que ce soit pour des tests ou pour de l'intégration. Voilà, et c'est un rôle dans ces projets-là, souvent il y a un responsable de l'intégration et qui va organiser un peu tout ça. Maintenant, on va parler du pilotage par la valeur, les délais, les coûts et les risques. Sauf si vous avez des questions, ouais. La question, pourquoi n'avez-vous pas intégré dans votre présentation le comité scientifique et éthique nécessaire à un EDS? Tout à fait, on peut le rajouter, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Enfin, après, comme on le disait, là, c'était juste un exemple d'instances qui sont nécessaires. Il y en a d'autres qui sont à mettre en œuvre en fonction du contexte de chacun. Et il est vrai que dans le cas des EDS dans le domaine de la santé, c'est un impondérable, et ça, clairement, il ne faut pas le bypasser. Je peux compléter là-dessus. D'ailleurs, la gouvernance d'accès aux données de santé, elle fera l'objet d'une session à part entière dans quelques semaines. On a travaillé avec un groupe de travail au cours des derniers mois sur l'élaboration de livrables liés à ce processus d'accès aux données. Donc voilà, on pourra creuser ce sujet-là. N'hésitez pas à vous inscrire à la session. Normalement, vous avez déjà reçu l'invitation, et à nous poser vos questions en amont si ça vous intéresse. Vous avez raison de nous le rappeler, les données de santé, c'est un sujet particulier, et il faut effectivement respecter un petit peu les prérequis, et notamment ceux qui avaient été mis en avant dans l'appel à projet. S'il n'y a pas d'autres questions, on va poursuivre. Donc, maintenant, comment suivre un projet? Et donc, il se voit à travers quatre valeurs, on va dire, pour garantir la maîtrise de son projet à partir de la valeur délivrée, à partir des délais, des coûts et des risques. On en a un petit peu parlé. Maintenant, on va rentrer dans le détail. Peut-être le truc le plus exotique, on va dire, c'est le premier point. Quand on parle d'un projet numérique, on parle de la valeur de la donnée, enfin de sa valeur. L'objectif de tout bon projet numérique, c'est de s'assurer que ce qui est délivré répond à des attentes, à des besoins des utilisateurs. Ça, c'est le premier point, donc utilisateur, le volet fonctionnel, où vous allez essayer de manière régulière, à petits pas, de délivrer des fonctionnalités. Et donc, lorsqu'on dit de délivrer, c'est bien de mettre à disposition, mettre en service
ces nouvelles fonctionnalités auprès des utilisateurs. Donc, lorsqu'on dit ça, ça peut être également de manière générale, hein, parler d'enrichissement du catalogue de données ou de nouveaux cas d'usage. Hein, c'est deux prismes qui sont complémentaires. Et bien entendu, la livraison de cette valeur, il faut la scorer pour pouvoir la prioriser. Donc, la scorer, ça veut dire quoi? C'est il faut être en mesure que pour chaque attente utilisateur, il faut être en mesure de pouvoir la quantifier, de se dire, ben voilà, j'ai un besoin maximal qui est attendu sur ce cas d'usage. Cet autre cas d'usage, il est un petit peu moins attendu par des utilisateurs. Donc forcément, ben, je vais mettre en production, ou en tout cas, je vais mettre un maximum de capacité sur le premier cas d'usage pour répondre à l'attente de l'utilisateur. Ça, ce sont des règles qui sont à identifier dès le démarrage du projet, parce que bah, l'objectif, hein, lorsqu'on met en place des nouvelles solutions, des nouvelles offres de services, c'est de répondre aux attentes des utilisateurs le plus rapidement possible. Et donc, pour pouvoir le faire, bah, il faut mettre en place cette logique de scoring et à chaque cas d'usage, à chaque fonctionnalité qui est attendue pour pouvoir le faire. Donc, c'est vraiment la même chose que ce qu'on disait tout à l'heure, propre à chacun. Vous devez vous réunir et discuter des critères de sélection et de scoring. Ça va établir derrière votre feuille de route. On a mis quelques exemples. Hein. Il faut pouvoir évaluer le fait que est-ce que c'est une fonctionnalité ou un cas d'usage qui est bloquant si vous ne l'avez pas. Est-ce qu'il y a des solutions de contournement qui existent? Auquel cas, c'est moins prioritaire qu'une solution qui est bloquante. Est-ce que c'est un cas d'usage qui répond à un faible volume d'utilisateurs ou à l'inverse à un grand nombre? Et bien entendu, vous devez aussi regarder le volet technique en termes de délai de traitement, en termes donc le délai de traitement, c'est plutôt en termes de mise à disposition. Je peux mettre à disposition ce cas d'usage extrêmement rapidement versus en quelques mois versus un autre cas d'usage où il faudra plusieurs années pour l'implémenter. Je caricature un peu le propos. Mais voilà, vous avez un certain nombre d'éléments à prendre en compte. Et d'un point de vue technique, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi de la valeur à mesurer, hein, parce que l'objectif, c'est de faire quelque chose qui soit maîtrisé et maintenable dans le temps. Et donc, ce que vous souhaitez, c'est d'avoir une conception qui soit maîtrisée, une qualité de code qui soit au bon niveau à l'état de l'art, avec un code qui soit commenté, avec des tests unitaires. Et ça, c'est valable aussi bien sur un certain nombre de développements que sur des scripts qui sont réalisés par les data scientists. Et derrière, eh bien, la performance d'accès et de traitement. Lorsqu'on parle d'entrepôt de données, vous allez avoir de plus en plus de données qui sont stockées. Et donc, il ne faut pas que ce soit au détriment de la performance. Parce que derrière, vous pouvez avoir un mécontentement des utilisateurs. Une fois que j'ai dit ça, voilà, on a priorisé nos fonctionnalités, les attendus du projet. Vous allez les projeter dans une planification. On n'a pas voulu rentrer dans un exercice de c'est quoi un planning, etc. Enfin, je pense que ça n'apporte pas grand-chose autour de la table. On a plutôt voulu mettre en évidence ce qu'il ne faut pas faire et plutôt parler derrière pourquoi est-ce qu'il faut le faire. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est quelque chose qui soit extrêmement opérationnel, technique. En tout cas, ça ne parle pas à vos utilisateurs. Donc, de dire, et là, on emploie un jargon du monde agile, si vous avez un backlog de fonctionnalités, donc le backlog, c'est vraiment tout on va dire, une liste de fonctionnalités qui sont attendues et que vous dites, voilà, mes fonctionnalités seront planifiées à tel sprint, ça ne parlera pas à vos utilisateurs. Donc ça, vous devez l'oublier, vous ne devez pas parler technique. Et vous ne devez pas, à l'inverse, donc le schéma en bas à gauche rouge, être, voilà, j'ai une planification et donc en mai 2022, j'aurai la version 4 et en août 2022, j'aurai une version 6. Ça ne parle pas non plus. C'est pas comme ça qu'on pilote un projet. Et donc, l'objectif d'un planning, c'est d'être en mesure d'évaluer la tenue des jalons, la complexité de mise en œuvre d'un cas d'usage ou de mise à disposition des données, et donc d'être en mesure de suivre le chemin critique. Un planning doit vous servir à piloter votre projet et à minimiser les risques. Et si derrière vous vous rendez compte que certains jalons risquent d'être dépassés, eh bien, vous devez établir avec votre équipe un plan d'action pour les minimiser. Et là, vous avez un planning qui sert et qui vous permet de gérer votre projet. Même chose si on va trop vite, n'hésitez pas
nous poser des questions là-dessus. Ouais, du coup, je vois que le temps passe, on va peut-être effectivement sur certaines dépôts aller un petit peu plus vite et si jamais on va trop vite, mettez peut-être des questions. Donc la maîtrise des coûts, c'est quand même quelque chose qui est essentiel, hein. C'est, a priori, l'aspect financier n'est pas une ressource infinie dans notre monde et notamment dans la sphère publique. Et le budget d'un projet, il faut l'évaluer au plus tôt et arriver à le suivre. On a parlé du coup des causes racines, et notamment des erreurs d'estimation, des mauvaises conceptions, de la prise en compte tardive de certains enjeux. Donc, on a mis en annexe un tas de points de contrôle qui sont liés à des points qu'il faut estimer au lancement d'un projet. On a des questions aussi d'augmentation de périmètre. On peut avoir des sponsors qui nous emmènent toujours plus loin. Il faut arriver à valoriser un petit peu les demandes. Donc, dans les cadres agiles, on a quelque part des points de complexité, on a des réunions qui nous permettent quelque part d'arbitrer avec une ressource rare. Il faut toujours avoir ça en tête, forcément. Alors voilà, je vous renvoie plutôt aux outils qu'on a derrière, que ce soit l'outil Mareva et toute sa documentation qui peut prévoir une exhaustivité des coûts, que ce soit les coûts d'investissement, que ce soit directs ou indirects. Donc, on parlait d'accompagnement, des questions de développement, de licence, des questions de matériel, d'équipes mutualisées, parce que si vous vous inscrivez aussi dans des ressources qui peuvent être mutualisées, c'est important aussi de mesurer la consommation de ces ressources pour votre projet. Et puis il y a des coûts sur le long terme, hein. Vous lancez un projet, vous avez plein de financements, il y a du financement de BPI qui tombe du ciel, mais il y a du fonctionnement de MCO. Celui-ci, il est un peu plus critique souvent à avoir sur le long terme. Voilà, pour maîtriser la maintenance en conditions opérationnelles, et notamment quand vous liez sur des contrats d'hébergement et des contrats de maintenance évolutive, vous ne pouvez pas les arrêter du jour au lendemain. Et nous, la bonne pratique aussi par rapport à tout ça, c'est qu'il y a certaines estimations que vous aurez du mal à faire au lancement du projet. Il faudra les faire. Et si vous voyez que vous avez un risque de dérapage parce qu'il y a des inconnus sur peut-être, voilà, vous devez intégrer 2 briques, mais il y a quand même une question peut-être de migration technologique d'une des 2 briques et on ne sait pas vraiment où ça va nous mener en termes de coûts, de délais, etc. Il faut inclure des provisions ciblées sur un certain nombre de chantiers et de pouvoir les lever tous les ans, de refaire le point sur est-ce que les risques sont levés, est-ce qu'ils sont avérés et est-ce qu'on doit conserver cette provision. Ça fait partie des bonnes pratiques. Mais justement, tu parlais de risque, donc on va poursuivre là-dessus. Même chose, l'exercice est relativement classique. Hein, l'objectif, de manière le plus anticipée possible au lancement de vos travaux, il faut identifier les risques, il faut pouvoir derrière les mesurer, les évaluer en fonction de leur nature. Vous allez en avoir une diversité. Alors pour les illustrer, typiquement, Christophe parlait un petit peu de la sécurité et on sait que derrière les hôpitaux ou établissements de santé sont assez exposés. C'est quelque chose qui sont essentiels à prendre en compte et qui peuvent avoir un impact sur le financement du projet. Donc ça, voilà, ça se mesure à ce moment-là. Pour derrière établir un plan de mitigation. Et derrière de les suivre. Et bien entendu, il n'est pas figé. C'est essentiel que justement, lors des comités de pilotage, ces risques soient suivis, entretenus. Il y en a un certain nombre qui seront au cours du projet à clôturer, d'autres qui seront à ouvrir. Et derrière, il faut être en mesure de les mesurer en fonction de quoi? De leur impact. Donc l'impact, il s'élève au niveau c'est un risque à suivre, mais il est mineur, il va avoir qu'une conséquence, on va dire, relativement faible sur le budget, sur le planning, ou à l'inverse, ils vont avoir un impact extrêmement fort où on peut remettre en cause le projet. Et derrière, il y a une probabilité qu'il arrive, qu'il survienne. Donc, même chose, hein, une logique de est-ce que demain mon entrepôt va être attaqué, c'est une probabilité qui n'est pas à négliger, mais est-ce qu'elle est à 100%? Je ne suis pas sûr. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est nécessaire de faire en termes d'exercice
On a voulu l'illustrer par le petit tableau qu'il y a sur la droite, parce que l'objectif derrière, c'est de pouvoir les catégoriser les uns avec les autres. C'est quelque chose qui est assez visuel également pour des décideurs, et d'être en mesure de aussi dire que voilà, on a une cartographie des risques, ils sont positionnés sur ma matrice. Voilà, avec sans action, j'ai ces risques qui se répartissent, on va dire, dans le rouge. Et grâce à mes actions que je suis en train de mettre en place et qui ont été définies dans le point 3, ils vont plutôt vers le vert. Et ça, c'est visuel, c'est quelque chose qui parle et les gens comprennent pourquoi est-ce que vous êtes en train de mettre en place ces actions. Ça rejoint l'approche un petit peu des analyses de risque et BIOS aussi sur les aspects de sécurité. C'est clairement ça. Et donc là, on a voulu justement mettre en exergue quelques risques qui sont à suivre dans les cas de mise en œuvre de DS. Et donc, il y a des choses qu'on peut transposer avec n'importe quel projet, tel que le ratio interne-externe, comme le disait tout à l'heure Christophe. Quelque chose qui va être assez compliqué également, c'est le mauvais emploi des compétences, le fait que, voilà, à quel moment j'ai besoin d'un data engineer. Si vous n'avez pas d'entrepôt de données, c'est pas la peine d'en avoir un. Néanmoins, le marché étant tendu, il faut quand même anticiper. Si derrière il y a une baisse d'activité, il va falloir quand même pouvoir l'occuper un certain temps, sinon il risque de partir ailleurs. Donc vous avez des risques liés aux ressources humaines dans le contexte du numérique qui est pas à négliger. Derrière, vous avez des risques liés aux environnements en soi. Donc lorsque je parle d'environnement, c'est bien la plateforme. Vous avez toute une stratégie de dimensionnement. Donc là, j'espère que vous aurez tous un bon architecte parce que votre entrepôt, normalement, il va s'enrichir avec de plus en plus de données. Et donc, c'est là où il faut être en mesure de s'assurer qu'il y ait les capacités de stockage nécessaires, que vous anticipiez au maximum l'acquisition de ces disques. Parce que, comme vous le savez aussi, il y a des pénuries en ce moment dans le matériel. Donc, c'est des choses où il y a des livraisons qu'il ne faut pas négliger. Donc, ça s'anticipe. Même chose pour le calcul. Voilà, vous allez être amené à faire de plus en plus de calculs. Et donc ça, ce sera au détriment potentiel des utilisateurs. Si vous avez derrière des plateformes qui suivent pas les usages, soit vous allez devoir faire des arbitrages et donc enlever des cas d'usage, des données, et donc ça, c'est pas forcément ce qui est souhaité. Christophe en parlait également à travers l'exemple du pont, mais les interfaces peuvent être source de difficultés sur un projet qui est classique, soit parce que les attentes entre les différents acteurs n'est pas claire, et donc on revient à ce qu'on disait au tout début, cette relation de conventionnement ou de rôle attendu et de volumétrie, parce que si vous échangez 1 giga de données tous les jours, ça peut avoir des répercussions également sur votre infrastructure ou au détriment des autres services qui sont déjà opérés dans l'établissement de santé. Et ensuite, là, un certain nombre de risques qui sont liés en propre à la donnée, le fait qu'il y ait une absence de maîtrise des données sources, le fait qu'il y ait une absence de référentiel. Le référentiel, donc, c'est ce qui va permettre derrière de partager. Il faut que du coup, il y ait une nomenclature qui soit établie dès le démarrage du projet. Bien entendu, cette nomenclature, elle peut évoluer. Il peut y avoir une mauvaise déclinaison des accès à la donnée et donc de donner accès à certains utilisateurs qui ne devraient pas avoir. Et l'absence de règles ou de normes pour standardiser ces données. Il y a une question? Oui, il y a une question. Bonjour, j'aimerais mieux comprendre la volonté de mettre les EDS sur le cloud, sachant qu'en cas de cyberattaque, la première mesure prise des établissements de santé est souvent de couper Internet. L'idée notamment de la doctrine Cloud au centre, il y a deux idées. Il y a une idée autour du cloud qui est bénéficier des meilleures technologies aujourd'hui, et notamment dans la logique des entrepôts de données, et notamment des entrepôts de données de santé, on va avoir la possibilité d'avoir une puissance de calcul, d'avoir tout un tas de services qui vont effectuer des traitements de façon automatisée, et on va normalement avoir plus de réactivité même dans la chaîne de production, on va dire, informatique. Pour faire vraiment très simple. Donc, il y a déjà ce premier objectif qui est ciblé. Et un deuxième objectif qui est aussi lié à la sécurité, c'est qu'on est dans des environnements du coup, qui vont aussi professionnaliser la sécurité, et qui vont aussi mettre tout un tas de barrières qui vont permettre de mettre hors de portée notamment des lois extraterritoriales, les données
entre guillemets, des Français, notamment les données de santé. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas potentiellement un jugement qui puisse permettre le rapatriement de données. Donc il y a des contraintes de sécurité qui sont nativement, alors tout dépend de votre offre sur le cloud, mais dans les projets d'entrepreneurs de données de santé, ça doit être vu au premier chef. Et c'est vrai que la notion aujourd'hui dans la sphère publique, mais aussi dans les hôpitaux, de maîtrise de son hébergement, c'est quand même pas une fonction cœur de métier. Et je vous disais que la sécurité, c'était aussi un monde qui évolue très très vite. De confier quelque part ces données à un hébergeur qui est à l'état de l'art des technologies, même si ça peut être contre-intuitif en disant je préfère les avoir sous mon bureau, je suis sûr que elles seront au frais et je le débranche et j'en ai la maîtrise. Voilà, c'est une vision qui est un peu simplifiée et en tout cas qui ne vous permet pas d'anticiper les risques, parce que souvent quand vous coupez, c'est que vous vous êtes rendu compte que l'attaque, c'est déjà trop tard en fait. Ça se trouve, les données, elles sont déjà parties et c'est le principal risque auquel on va faire face. Donc il y a des contraintes de sécurité et le fait d'utiliser les technologies cloud, mais peut-être je ne sais pas si d'autres veulent compléter, permettent au contraire d'améliorer la sécurité d'un point de vue global, si tant est qu'on a un certain nombre d'exigences par rapport aux solutions cloud qu'on demande. Donc il y a l'habilitation aussi HDS, voilà, il y a un certain nombre de labels et d'exigences qui sont mis normalement dans vos cahiers des charges et qui vous garantissent un niveau de sécurité supérieur au data center local que vous avez au sein d'un établissement. Voilà, j'espère qu'on a répondu. Sur le cycle de vie du coup d'un projet, on voulait essayer de résumer un petit peu ça. Il y a un schéma, on pourrait en avoir 150, mais c'était surtout pour illustrer le fait qu'un projet a quand même un début à une fin. Alors bon, il y a soit la notion de projet, de produit qui peuvent s'opposer là-dessus, mais là on est quand même sur des projets d'entrepôt de données de santé qui peuvent, en tout cas, qui nécessitent un cadrage à l'initialisation et qui nécessitent d'avoir un mode de fonctionnement courant à la fin. Donc on est plutôt dans un projet que dans un produit en tant que tel, même si on pourrait avoir peut-être des débats. Et derrière, du coup, il y a toute une mécanique qu'il faut avoir dans un peu le cycle de vie du projet avec des fonctions transverses. On ne va pas ici rappeler forcément une énième fois, mais on a des questions à la fois de plan de charge d'équipe. Donc voilà, il faut assurer l'arrivée au bon moment des compétences et aussi arriver à transformer ce mode projet en mode de fonctionnement courant. Et ça va se passer par à la fois des exigences en termes de documentation, des exigences aussi en termes d'industrialisation. Ça va être aussi des transferts de compétences. Donc, ça peut se faire dans le cadre d'un cadre contractuel quand les prestataires sont impliqués. Ça peut être des questions de réversibilité, des questions de transfert aussi qui peuvent être prévues. Mais il faut l'anticiper, il faut lister. Et la vie d'un projet, souvent, voilà, on commence un projet à 2 ou 3, on a parfois un pic de charge, on peut être plusieurs dizaines, et à la fin, on a toute une phase de transfert où peut-être il y a une dizaine de personnes, alors c'est réparti parfois sur des fonctions courantes, ça va être un plus petit nombre, il faut organiser toutes ces phases-là. Si on fait un focus sur... Non. C'est toi ça? Ouais, mais si tu veux. Ah, non, vas-y. Non, pardon. Donc là, on a parlé vraiment de l'initialisation et bien entendu, une fois qu'on a lancé le projet, voilà, on est en phase d'exécution. Vous allez implémenter, avoir de plus en plus de cas d'usage. Et donc, pendant l'exécution du projet, durant tout le cycle, enfin, durant toute sa durée, il va falloir s'appuyer sur son écosystème, s'assurer que celui-ci il est actif et garantir son adhésion. Et donc, peu importe le niveau, il va falloir être en mesure de communiquer et à travers différents canaux, on va dire, de un, avoir le bon sponsorship qui va soutenir le projet et qui, à ce niveau,
va pouvoir communiquer, donc souvent à des strates importantes. Et il est important également, par exemple, si c'est un directeur d'établissement, qui soit en mesure de dire à d'autres directeurs d'établissement qu'il a un super entrepôt de données avec beaucoup de cas d'usage qui ont été implémentés, et peut-être qu'il serait bien que dans un avenir certain, ils soient en mesure de se partager la donnée pour implémenter de nouveaux cas d'usage. Donc ça, c'est un objectif qui est essentiel. Le deuxième, c'est de produire de manière régulière de la valeur dans la mesure où, comme on le disait, vous allez avoir des attentes qui sont importantes par vos différents utilisateurs, et donc il faut leur répondre de manière favorable. Et donc ça revient à tout ce qu'on disait tout à l'heure, faire vraiment réfléchir petit et délivrer de manière régulière de la valeur fonctionnelle à vos utilisateurs. S'appuyer sur une communauté active d'utilisateurs, et donc peu importe ce que vous leur demanderez, cette communauté d'utilisateurs peuvent être de nature très diverse en fonction de vos besoins, mais ils peuvent être amenés à soit vous remonter des attentes, soit entre guillemets des mécontentements, mais ça peut être aussi de participer à de la recette. Et donc ça, c'est super intéressant de les imprégner dès le démarrage, dès le démarrage d'un lancement de cas d'usage, pour qu'ils puissent vous exprimer voilà, quels sont ces attendus. Une fois que ça a été fait, que vous avez demandé à vos équipes de le développer, que vos utilisateurs qui ont fait l'expression de besoin puissent faire la recette de cette fonctionnalité ou de ce cas d'usage, et qu'ils puissent dire c'est bien ce que j'attendais. Et là, vous avez une sécurité que ce que vous allez mettre derrière en service, ça répond à leur attente. Et donc, c'est super important de bien identifier cette communauté, et que de manière régulière, encore une fois, le cycle, c'est à vous de le définir, mais que de manière régulière, vous soyez en mesure de leur rendre compte, et qu'en retour, eux, ils puissent participer au projet. Derrière, communiquer de manière extrêmement fréquente et pertinente auprès des différents acteurs de votre écosystème, donc avec une stratégie à définir. Donc lorsque je parle de stratégie, c'est bien un grand terme. Est-ce que c'est du mailing? Est-ce que c'est des affiches que vous mettez dans l'établissement? Peu importe le canal, et derrière de la cible. Mais en tout cas, vous devez le faire de manière régulière, notamment au démarrage. Ça y est, c'est lancé, on a implémenté le truc. D'ailleurs, on a des nouvelles ressources qui arrivent. Regardez, on est une véritable équipe, et il y a de la capacité à faire. On a un catalogue de données qui s'enrichit. Ça, tous ces éléments doivent être communiqués, et ça peut passer par une actualisation de votre offre de service qui, je l'espère, sera visible à travers un portail. Et donc, c'est là où vous allez présenter, voilà, j'ai un entrepôt de données et il permet de faire ça avec tel engagement. Et ça, c'est important que les utilisateurs soient bien sensibilisés au fait que voilà, on a un entrepôt de données qui est accessible selon un certain nombre de modalités, qu'il existe un comité scientifique, on s'assure qu'on ne va pas faire n'importe quoi, et que derrière, voilà, il y a la capacité à vous ouvrir des nouveaux droits en tel temps. Enfin, voilà, assez de manière réactive. Et tout ça, généralement, s'articule bien avec ce qu'on a décrit depuis le début avec la méthode agile, puisque par défaut, la méthodologie implique les utilisateurs. Il n'y a pas d'obligation à le faire, bien entendu. À notre niveau, c'est quelque chose qu'on préconise parce qu'on voit que ça a une certaine réussite, mais en fonction de votre contexte, encore une fois, libre à vous de choisir ce qui est le plus pertinent et le moment le plus pertinent de le mettre en place. Quelques points d'attention durant l'exécution du projet. C'est un peu complémentaire à ce qu'on a vu par rapport à la cartographie des risques, mais il n'est pas rare, et il est même probablement certain que vous soyez confronté à ça durant le projet. C'est des attentes des utilisateurs, des nouvelles attentes, et qui vous, entre guillemets, obligent à revoir un petit peu votre plan initial, à savoir l'implémentation de nouvelles fonctionnalités, ou d'implémenter de nouveaux cas d'usage, d'intégrer de nouvelles sources de données. Donc forcément, ça va avoir des impacts sur le projet qu'il va falloir évaluer. Et une fois que vous l'aurez évalué, il va falloir être en mesure de voir quelles sont les conséquences sur le projet. Alors voilà, en fonction de la demande du changement, ça remontera potentiellement au niveau du sponsor, mais ça peut avoir des impacts financiers, comme on le disait tout à l'heure. Ça peut avoir des impacts au niveau du calendrier, puisqu'on peut dire, voilà, je change mon cas d'usage 1 et je le dépriorise par rapport au cas d'usage 2. Voilà, ça c'est quand même pas anodin comme exigence.
Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir être en mesure de suivre et dès à présent, vous pouvez anticiper les mécanismes pour pouvoir le sécuriser. Vous allez être amené à malheureusement anticiper des dérives calendaires, budgétaires et de la valeur. Et donc, comment recadrer un projet, ça c'est des choses qui s'anticipent. Quelles sont les bonnes modalités pour éviter que derrière on soit constamment en mode crise. L'objectif, c'est une fois qu'on a déjà tous ces outils-là à disposition, c'est moins difficile à suivre, c'est moins difficile de les surmonter. Donc le recadrage d'un projet, c'est quelque chose qui doit être convenu avec votre sponsor ou la gouvernance même des équipes. D'être en mesure d'appliquer la gouvernance de la donnée, de la suivre de manière régulière. Hein. On va avoir un entrepôt de données qui va s'enrichir de manière constante et de plus en plus accentuée, on va dire, avec de plus en plus d'utilisateurs. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait une dérive dans les mécanismes de gouvernance et s'assurer qu'il n'y ait pas non plus de dérive dans la qualité des données. Pour que derrière, il y ait toujours de la confiance. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental quand on fait de la donnée. Il faut que vos utilisateurs aient bien conscience et vous ne pouvez pas vous permettre de dire, vous allez rigoler, on a changé le format d'une donnée et ça va remettre en cause tous vos traitements. Ça, c'est pas acceptable. Donc ça, c'est quelque chose qui est impératif de pouvoir vous assurer que cette gouvernance est bien établie, elle est bien suivie et que vous soyez en mesure de faire de la qualité de la donnée, de la mesure régulièrement. Et ça peut passer par exemple par de l'audit. Et la gestion des aléas, malheureusement, même chose, de temps en temps, vous allez avoir des impondérables, par exemple un crash, votre plateforme ne marche plus, qu'est-ce qui se passe et comment je traite ce sujet-là. Et donc ça, c'est également quelque chose qui s'anticipe et qui est nécessaire de pouvoir préparer avec vos équipes. Je continue sur la stratégie des achats. On l'a dit tout à l'heure, hein, vous allez avoir un certain nombre d'acteurs. Ces acteurs peuvent être externes et pour pouvoir voilà, travailler avec eux, vous allez établir un contrat. Ce contrat va décrire de manière plus ou moins exhaustive, et on espère le plus exhaustif possible, quels sont le périmètre attendu d'action. Et donc c'est vraiment en fonction de vos besoins, hein, en fonction des ressources que vous avez à disposition. Donc vous allez définir ce périmètre de prestations. Et donc comment est-ce qu'on écrit ce contrat? On a donné un grand écart. Vous avez vraiment deux possibilités, bien entendu, il y a un juste milieu aussi possible à trouver, mais en fonction de vos besoins, en fonction de vos contraintes et de vos spécificités, en fonction de votre trajectoire, c'est quelque chose que vous devez établir. Donc soit vous avez une logique de stratégie globale, et donc ce que vous recherchez, c'est un prestataire qui a un peu une responsabilité de bout en bout. Donc ça, bien entendu, ça induit un certain risque parce que vous créez une dépendance assez forte avec lui. Hein, vous lui confiez un petit peu les rênes du camion, mais en tout cas, c'est une possibilité, vous le responsabilisez, et donc ça vous permet de concentrer vraiment toutes les activités sur un même acteur et de simplifier du coup la gouvernance, parce que vous pouvez potentiellement avoir peu de ressources au niveau chefferie de projet. Et derrière, ça simplifie également la coordination, parce que quelque part, la délégation de la coordination est faite par ce biais-là. Et donc, voilà, vous limitez, comme je le disais, l'expertise disponible en votre sein et vous gérez les conflits d'intérêts et la complexité de réversibilité. À l'inverse, vous allez avoir la stratégie d'allotissement. Donc, même chose, l'allotissement est spécifique en fonction de vos contraintes, mais là, vous allez rechercher plutôt une logique de spécialisation. Par exemple, vous allez être en mesure d'allotir l'architecture, vous être en mesure d'allotir la data science. Enfin voilà, je dis n'importe quoi, mais c'est des exemples pour bien schématiser. Et donc, vous allez avoir potentiellement, en fonction de chaque lot, des prestataires différents. Et donc là aussi, ça vous permet de bénéficier en fonction des activités de la meilleure expertise possible avec le meilleur prix. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant en termes de marché public. Et donc, si je passe, je ne sais pas si tu peux rajouter un complément là-dessus. Non, généralement, on est un peu entre les deux. Ce qui peut quand même être impactant dans le choix que vous allez faire de votre stratégie, c'est votre capacité en interne à piloter les prestataires et à gérer les conflits
de territoire. C'est vrai qu'on peut avoir tendance à être dans une stratégie de globalisation quand on n'a pas forcément beaucoup de ressources pour piloter et donner les responsabilités sur une seule tête. Et à l'inverse, quand on a des sujets extrêmement pointus et qu'on a déjà des experts en interne, on a un niveau de maturité qui est important en interne au niveau du numérique, on va être un peu plus dans une stratégie d'allotissement qui va permettre d'aller plus loin, par exemple sur des domaines pointus, sur de l'IA, sur des experts de la donnée, voilà, qui vont être forcément parfois dans des structures ou même dans parfois des indépendants qui vont avoir véritablement des domaines d'expertise par rapport à des grandes SS2I ou des éditeurs intégrateurs généralistes. On va avoir moins de choix de solutions et on pourra sans doute s'offrir moins de choix. Mais on est souvent quand même malgré tout entre les deux. Et après, je ne connais pas toutes les contraintes que vous avez en termes de marché et contraintes et opportunités, notamment avec les plateformes d'achat et voilà, par rapport au marché spécifique, aux plateformes d'achat et à vos logiques aussi de temporalité. Quelques points clés par rapport à ces relations contractuelles. Il est important de définir des pénalités. Hein. Bien entendu, on espère dans le meilleur des mondes qu'il n'y en ait pas besoin, que les activités se déroulent en fonction des attendus, avec le bon niveau d'exigence en termes de délai et de qualité des productions. Néanmoins, on voit de notre expérience que ce n'est pas systématiquement le cas. Et donc, c'est des choses, même si ça paraît parfois un peu pénible, c'est nécessaire parce qu'il faut toujours avoir un levier de menace vis-à-vis de vos prestataires. Plusieurs mécanismes de pénalité sont possibles. Vous avez des mécanismes relativement faciles à mettre en œuvre par rapport au retard dans les livraisons. Des livraisons, ça peut être aussi bien un livrable qu'un exécutable ou un script. Donc ça, c'est quelque chose qui est facilement mesurable et facilement pénalisable. Ça met un niveau d'exigence sur le projet. Quelque chose qui est plus difficile, mais néanmoins nécessaire, c'est la qualité des productions. Donc là, même chose, c'est des choses qu'il faut être en mesure d'évaluer. Et derrière, si vous avez une insatisfaction vis-à-vis de vos prestataires, d'être en mesure d'appliquer. Il va y avoir toute une logique autour de la propriété intellectuelle. Donc ça, dans vos contrats, vous pouvez également demander à privilégier les briques open source quand elles existent, tout en ayant un laïus sur les communautés actives. Il faut quand même être en mesure de mettre en place des solutions qui derrière, où on sait qu'il y a une certaine pérennité. Et donc ça, c'est des choses intéressantes à mettre en place dans vos cahiers des charges pour éviter de voir arriver un prestataire avec des solutions qui leur sont soit propres, soit avec des éditeurs, avec derrière une politique de licence qui va être compliquée à tenir. Il va y avoir également nécessité à intégrer dans votre cahier des charges toute une logique de propriété intellectuelle. Le risque derrière par rapport à ça, c'est voir arriver un prestataire et derrière il repart et il dit en fait tout ce que j'ai implémenté m'appartient et donc je repars avec, sauf si vous me payez. Donc ça c'est quelque chose où vous devez être clair, aussi bien en termes de contenu que donc les livrables, il y a une délégation qui est complète et les développements qui sont produits vous appartiennent également et donc il peut partir sans que vous le soyez redevable. Ensuite se pose la question de la réversibilité. Donc la réversibilité, si c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, c'est le processus qui permet justement de transférer les activités d'un prestataire à un autre. Donc, en général, ça survient en fin de prestation. Ça, c'est des exigences qu'il va falloir intégrer dès le démarrage. On en parlera un petit peu tout à l'heure. L'objectif, c'est bien prévoir dès la notification de votre marché cette phase de projet et d'intégrer des exigences portant sur des standards à utiliser. Donc, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure en privilégiant l'utilisation de produits répandus et à l'état de l'art pour éviter l'utilisation spécifique ou des niches, pour ne pas induire des risques de dépendance, de coûts et de maintenabilité.
Voilà, on est souvent dans les injonctions un peu contradictoires, hein, faut se le dire. À la fois, on veut des équipes intégrées, mais on veut des grosses pénalités si on n'atteint pas l'objectif. Voilà, sur la propriété intellectuelle, on veut des éléments à l'état de l'art, mais en même temps, on veut en maîtriser la pleine capacité. Donc voilà, on est sur, ça va être des critères de choix plutôt dans les achats que des règles absolues qui vont permettre de dire si je renonce quelque part à un certain nombre de points, est-ce que voilà, c'est pas plus opportun de renoncer ou à l'inverse, voilà, c'est vraiment des questions de choix et des critères qu'il faut avoir en tête. J'ai vu qu'on avait une question, j'ai l'impression qu'on est un peu dans cette thématique d'injonction contradictoire. On nous demande de créer nos entrepôts de données par établissement et ainsi à la fois de faire les demandes de financement, la gestion du projet, les choix technologiques, etc. Mais les ressources humaines sont généralement faibles. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de gouvernance? Pourquoi l'État ne nous impose-t-il pas, par exemple, de réaliser un EDS sur une base HL7 FIR? Pourquoi, par exemple, n'y a-t-il pas une aide forfaitaire, 1 million d'euros plus 10 euros par patient? On sera bien capable de répondre à votre question. J'ai l'impression que ça implique beaucoup plus d'acteurs que la DINUM en tant que telle. Je ne sais pas si on peut en dire deux mots. Pour donner un complément de réponse, mais je pense effectivement qu'on ne pourra pas malheureusement vous apporter tous les éléments de réponse à cette question qui est finalement assez large. Il y a un travail qui a été lancé, mais qui va être quand même au moins sur le moyen terme, de définition d'une doctrine en termes d'entrepôt de données de santé au niveau national. Donc c'est un travail qui a commencé, mais qui est en cours, notamment au travers de groupes de travail et qui implique un certain nombre d'acteurs, notamment le ministère de la Santé, évidemment également le HDH et puis un certain nombre voilà, d'agences, d'acteurs au niveau national qu'on va continuer à solliciter, notamment pendant les 40 prochains mois. Donc aujourd'hui, cette doctrine, elle n'est pas complètement définie. Je vois que vous parlez de HL7 Fire, donc on parle peut-être de standards de données, on parle également finalement de financement. Tout ça, c'est des éléments qui apparaîtront in fine dans cette doctrine ODS, mais qui est aujourd'hui toujours en cours d'écriture. Donc, je ne suis pas capable, pas plus que Christophe et Nicolas, de vous apporter une réponse globale, holistique sur ces éléments, mais en tout cas, que vous soyez assurés que ce travail, il a commencé. On sait bien qu'il y a des grandes demandes, des grandes attentes en termes d'entrepôt de données de santé au niveau de l'écosystème et donc à votre niveau des établissements de santé. Donc voilà, ce travail il est en cours et les résultats ils vont venir notamment au travers des groupes de travail et on communiquera dessus dès qu'on aura des éléments validés à vous faire parvenir. Je propose de passer à la suite. Il ne reste que 150 diapos. Non, c'est juste pour vous faire peur, il nous reste quelques diapositives. Voilà, on va finaliser. On arrive du coup plutôt les fins de phase de déploiement et de conduite du changement. Donc dans le cycle de vie d'un projet, on a vraiment la question du déploiement comme une phase critique du projet où tout peut basculer. C'est vrai que quelques mauvais retours et une incapacité du projet à passer cette phase peut vraiment lui être fatale. Ça nécessite, on a mis trois piliers, une préparation minutieuse, hein, ça ne s'improvise pas, vraiment une stratégie à avoir en termes de conduite du changement. On va identifier les premiers services à basculer, basés à la fois sur des questions de complexité, de valeur, d'autonomie, parfois de périmètre, et de définir des besoins d'accompagnement adaptés. On a ensuite une projection à faire par rapport à la capacité à passer à l'échelle. C'est vrai que c'est pas pareil, notamment sur les projets de données, de faire un petit prototype et quelque part avec tous les cycles de traitement sur un cas d'usage, de le faire à l'échelle d'une dizaine de personnes et on va dire un volume de données relativement faible à finalement des cas d'usage par milliers et avec des utilisateurs aussi par milliers. Il faut être en capacité d'accompagner ces utilisateurs dans l'utilisation initiale. Il faut aussi que l'infrastructure technique suive. Et à chaque fois, on a des phases de stabilisation, généralement des nouveaux services. Et ça doit s'inscrire dans le temps. Donc, on verra sur les schémas derrière. Et par rapport à ces notions un petit peu de stabilisation et de palier,
ce qui est important et qui vient aussi des cadres agiles, c'est la boucle de rétroaction. À chaque fois qu'on met en place une évolution, un nouveau service, un palier, il faut qu'on soit capable de remonter ce qui se passe pas très bien, les éléments à optimiser, et qui permettront quelque part de franchir un nouveau cap, peut-être dans les semaines ou les mois à venir. Donc c'est la capacité du projet à intégrer cette boucle de rétroaction de façon assez rapide, en lien avec les utilisateurs, qui va permettre d'avoir un déploiement qui se passe pour le mieux. Donc si on le résume en quelques schémas, je crois derrière, hop. Donc voilà, vous avez un peu un schéma qui vous montre le fait qu'on appuie sur un bouton une fois qu'on est prêt. On a défini un certain nombre de prérequis. Généralement, on commence petit avec un pilote, peut-être quelques sites expérimentaux, quelques cas d'usage expérimentaux, ça dépend le périmètre. On n'attend pas d'avoir une condition pure et parfaite, hein. On n'aura jamais des conditions parfaites d'un déploiement, mais par contre, on va partir avec au début des alliés, des gens qu'on sait exigeants, mais aussi quelque part tolérants et conquis par le projet. Et on va essayer de s'améliorer au fur et à mesure pour augmenter le périmètre et la qualité de service dans une logique véritablement de déploiement exponentiel. Donc, dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle, nous, le PMV, le périmètre minimum vital. Vous devez définir quelque part le périmètre plus global, c'est pas uniquement fonctionnel, hein, mais le périmètre des actions à réaliser pour lancer votre déploiement. C'est généralement quelque chose d'assez frugal, hein. Voilà, l'idée, c'est pas de partir avec une Rolls. On va avoir une trottinette à ce stade, mais de se dire, avec la trottinette, on peut quand même faire quelques trajets. Et il y a quelques acteurs qui vont être intéressés par faire ces trajets avec nous au début. Et progressivement, on va monter en gamme. On a mis, même sur le schéma, vous avez les éléments. Et voilà, si on veut passer la notion de palier, je voulais la concrétiser dans une sorte de schéma, alors qu'il n'y a rien à voir avec les données de santé. Ça vous fait voyager quelque part dans le monde de la justice, où là vous avez du coup plutôt un projet qui avait différents lots et qui a défini un déploiement avec des jalons en fonction du nombre de sites, en fonction du nombre d'utilisateurs, et qui va couvrir du coup des périmètres fonctionnels un peu différents. Donc, faut arriver à trouver ces lots, ces paliers qui nous permettent de pas arriver. Là, si on prenait dès le début, on avait quelque part 1300 utilisateurs d'un coup répartis sur 200 sites. On va le faire par palier, on va faire une trentaine de sites, plusieurs centaines d'utilisateurs à chaque fois, et on va avoir des phases de stabilisation qui permettent de monter progressivement en gamme. Et une fois qu'on a dit ça, donc comme on disait, il y a un début et une fin, et en général, quand il y a une fin, il y a une phase à préparer, qui est la réversibilité, la transférabilité. Donc, la réversibilité, c'est d'un prestataire à un prestataire, et la transférabilité, c'est d'un prestataire vers un acteur interne, donc vos équipes. Et donc ça, ce sont des phases qui, voilà, comme on le disait, il peut y avoir des périodes de build, et d'ailleurs on est en opération de fonctionnement continu. Et donc c'est des chantiers qui sont importants et indispensables à anticiper. On est toujours dans la même logique, hein. Plus on anticipe et plus on minimise les risques. Et donc avant que le sachant parte, il faut être en mesure qu'il ait transféré tout son savoir, et donc ces opérations sont à conduire et à traiter comme un projet en tant que tel. Et donc, ce qui est souvent demandé, c'est d'identifier un responsable, une personne qui va être en charge de s'assurer que cette phase de transfert soit maîtrisée. Que derrière, chacun des acteurs soit clairement identifié et sache ce qu'il va faire, dans la mesure où on change d'acteur et de périmètre de responsabilité. À quel moment on transfère la responsabilité, et ça c'est quelque chose qui est essentiel à bien identifier. Comment est-ce que je m'assure que le nouvel entrant monte en compétences? Et donc il y a plein de mécanismes possibles. Ça peut passer par des formations de session, des sessions de formation. Ça peut passer par ce qu'on appelle du peer programming. Donc c'est développé avec 4 mains. Donc vous avez une personne du titulaire sortant avec soit le titulaire entrant ou vos équipes. Donc ça, il y a une période qui a identifié et à mettre en place. Et bien entendu, toute la documentation. Comme on le disait au tout début, vous avez
la responsabilité d'entretenir votre gestion, votre patrimoine documentaire, donc la maîtrise de la connaissance de votre projet, elle est indispensable et c'est quelque chose que vous devez fournir à qui de droit. Et donc, et ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, une fois que vous avez acté la fin d'un projet, dans une même logique que pour la conduite du changement, vous devez rentrer dans un mécanisme d'introspective, d'analyse de qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui n'a pas marché, et de la valoriser, de la capitaliser. On est toujours dans une démarche d'amélioration continue dans le numérique. Une fois qu'on a dit ça, je crois qu'on a balayé tout le support qui était dense. On espère au moins avoir répondu à vos interrogations. S'il y en a des nouvelles, n'hésitez pas, on est encore là. On n'est pas parti. Quelques minutes. Notamment, je vais peut-être préciser qu'il y aura un questionnaire de satisfaction à la fin de cette session, dans laquelle vous pourrez nous dire ce que vous avez pensé de cette session. N'hésitez pas aussi, s'il y a des sujets que vous souhaitez qu'on approfondisse dans de nouvelles sessions, on les faire remonter via cette voie. Des questions par la suite, on est également à votre disposition. Et sachez que il y aura un replay qui sera disponible de cette session pour ceux qui n'auront pas pu y assister. On transmettra aussi le support, bien évidemment. Toujours pas de questions. Quelqu'un souhaite ajouter un petit mot? Bon, on vous remercie, les participants et l'équipe du Data pour cette session. Et je vois qu'il y a une nouvelle question. Non, c'est bon, c'est pour nous. Non, c'est un remerciement. Bon, je remercie tous. Voilà, après, je crois que sur bon courage pour ceux qui se lancent du coup dans les projets en technologie de santé ou autres. Je crois que voilà, vous avez l'équipe du Health Data Hub qui est aussi auprès de vous pour vous accompagner sur le long terme. Et peut-être qu'on sera amené aussi potentiellement à se croiser sur les domaines d'expertise ou d'autres sujets. Car on est à disposition si derrière il y a d'autres questions, vous pourrez nous les faire parvenir et on y répondra volontiers. Une dernière. Alors peut-être Pauline sur la partie terminologie. Alors je pense que c'est le genre de question qui pourrait être traitée dans la session sur les terminologies, sur les standards de données. Voilà, je pense pas que ce soit le cœur de l'expertise de la DINUM, les standards de données médicales. Mais en tout cas, ça fait partie, nous, des thèmes qu'on souhaite adresser au cours de sessions collectives à venir. On n'a pas encore de date précise à vous communiquer, mais ça viendra rapidement. On vous proposera donc des dates pour une prochaine session. Et puis voilà, pour rebondir sur ce que disaient Christophe et Nicolas, effectivement, on est vraiment dans une démarche également d'amélioration continue, un peu de boucle rétroactive, pour améliorer nos sessions et vérifier qu'elles sont toujours, qu'elles vous apportent le maximum de valeur, parce que c'est vraiment l'objectif. Donc merci effectivement de répondre au formulaire, et en complément, je pense que vous avez nos adresses mail à Anaïs et moi, donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous la faire parvenir et on pourra les transmettre à la DINUM pour solliciter leur expertise.